Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver dans ce cadre pendant, je pense, les prochaines semaines parce que je n'ai absolument pas le temps d'installer à chaque fois, on va dire, le setup et c'est un peu compliqué. On y va un peu en mode chill et on se pose et on discute lecture. Aujourd'hui, c'est un update lecture et avant toute chose, j'ai deux informations à vous donner. La première, c'est qu'on sera à Redon au Mystérial, donc ce week-end avec Arnaud et Émilie pour notamment vous présenter les parutions des Trois Nornes, faire des petites dédicaces, dont le petit dernier né, Nous regrettons la mort. Je tenais à remercier tous ceux qui l'avaient déjà lu et nous avaient envoyé voilà, leurs petits avis. Je suis hyper contente que le livre vous plaise et ça a été aussi un très beau moment aux Imaginales, donc je suis très contente d'avoir pu voir tous ceux qui sont passés sur le stand, discuter, c'était super chouette. La semaine prochaine, on sera avec Émilie au Geek Ferries à Celles-sur-Cher, donc qui est un assez gros festival plutôt dirigé vers la culture geek, mais voilà, il y a aussi de la littérature et donc on sera là toutes les deux pour l'occasion. J'avais envie de vous parler, alors ceci n'est pas un partenariat, d'un lancement de contribution Ulule, alors qui ne concerne pas les Trois Nornes. Sachez que je voulais lancer le nouveau financement des contributions au mois de juin, mais comme plein de projets sont lancés, ça sera au mois de septembre pour potentiellement une sortie au mois d'octobre. Aujourd'hui sort un projet de financement Ulule qui m'intéressait pas mal, alors je reçois de temps en temps des mails de gens qui veulent que je fasse la promotion pour leur projet Ulule, et là je me suis dit c'est plutôt cool comme projet et c'est sincèrement un livre que j'aurais acheté voilà, de moi-même. Il s'agit donc de Histoire et Fantaisie Moyen-Âge, qui est donc publié chez ActuSF et qui a pour but en fait de vulgariser un petit peu cette thématique là avec je crois 25 spécialistes qui vont un petit peu parler de ce sujet. Ça va être illustré, cartographié, ça va être un beau livre de vulgarisation et surtout pourquoi ça m'a intéressé particulièrement, c'est qu'Anne Besson est à la direction, donc Anne Besson qui est une professeure que j'aime beaucoup en spécialisée dans l'imaginaire, en fantaisie, c'est peut-être une des figures de proue en fait de l'étude universitaire sur le sujet de la fantaisie en France, et aussi Victor Bataillon qui est aussi le rédacteur en chef de la revue Historia, qui est une revue très célèbre, des magazines je pense les plus célèbres d'histoire, et le fait que là on va vraiment avoir deux pontes on va dire de leur spécialisation qui vont se travailler sur un texte qui est hyper intéressant. Il y avait déjà eu Fantaisie et Histoire qui avait été publié chez ActuSF en 2018 je crois, les actes de colloque, et là on va avoir quelque chose un peu plus développé et j'ai vraiment hâte et je me suis dit le projet est super, le livre a l'air magnifique et si on peut aider à avoir un très beau livre sur le sujet et notamment à pousser la recherche sur l'imaginaire, moi c'est un des objectifs de la chaîne, voilà, donc je suis là pour retransmettre. Pour cette update lecture, c'est un peu l'update lecture de ma fatigue mentale, voilà, et je suis dans plein enchaînement des salons de travail où je ne prends aucun jour de pause, ce qui fait que mon cerveau, en plus on est en train de corriger la prochaine publication des Trois Nornes, il est en mode il faut que je lise des choses que mon cerveau puisse assimiler et c'est vrai que les lectures un petit peu difficiles, je les mets un peu de côté pour l'instant. Je sais par avance que ça va être très difficile pour moi de lire des choses un peu poussées parce que quand on corrige déjà, quand on passe sa journée déjà à faire de l'orthotypo, c'est hyper préjudiciable pour les livres parce qu'on est hyper chiant avec l'orthotypo, je m'en rends bien compte, mais surtout c'est que mon cerveau il en peut plus, voilà. Et quand il en peut plus, il a besoin de chercher des choses qui nourrissent un petit peu plus facilement. C'est deux lectures légères et une lecture un peu de fantaisie, des lectures qui n'ont rien à voir à peu près avec la chaîne, mais bon. On va commencer par la fantaisie et ensuite je vous emmène dans les méandres d'un genre que je lis très peu mais qui prête à sourire et on en rigole un peu dans le live. Alors, la lecture que je vais vous présenter de fantaisie, c'est une lecture, alors c'est mon avis subjectif dessus, c'est un auteur français donc je tiens à le rappeler, ce n'est pas dans le but de blesser l'auteur bien sûr, et c'est un avis qui va être complété en plus avec l'avis d'autres personnes. On en a quand même pas mal discuté pendant les Imaginales parce que ce livre, voilà, il était présent aux Imaginales, moi je l'ai lu avant et je ne suis pas allée le faire dédicacer par l'auteur parce que j'avais pas trop envie d'avoir une discussion gênante avec lui sur ce sujet, mais je vous présente donc Le Bâtard de Caussignan de Fabien Cerutti. C'était un de mes objectifs de lecture de cette année, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de découvrir cette trilogie, quadrilogie il me semble, c'était un des objectifs. Je vais lire le 2, mais si le 2 est dans la même ligne que le 1, je vous préviens déjà que je ne continuerai pas. Donc Le Bâtard de Caussignan, pourquoi je voulais lire? Déjà le titre est sympa et surtout c'est de la fantaisie historique. On est au XIVe siècle, donc dans un Moyen-Âge un petit peu réinterprété où il y a des elfes et des nains. Deux timelapses différentes dans le texte, c'est-à-dire qu'on est dans ce Moyen-Âge et on suit un des héritiers, un des enfants arrière petits-enfants du personnage principal qui est donc le bâtard dans l'histoire, le bâtard de Caussignan, je crois début du XXe siècle il me semble.
C'était la partie que j'ai moins aimée du récit, donc voilà, c'est pas forcément celle que je vais vous présenter parce que c'est des extraits un peu de journaux de bord, de lettres, et c'est vraiment l'histoire du bâtard de Cossignan qui m'intéresse, le reste c'était pas forcément très intéressant pour moi. C'est l'histoire donc d'un homme qui est donc un bâtard, qui se situe dans une situation géopolitique un petit peu compliquée, entre les Bourgons, les Français et tout ça. C'est un mercenaire assassin, il a une petite troupe à lui, ils font des petites missions, on débute sur une mort d'elfe dès le début du roman, on sait dans quoi on s'engage. Il va en Champagne, qui est un des derniers fiefs en fait de la royauté elfique, pour notamment participer à un tournoi qui va vite se développer en mission qui va s'auto-clamer, et un bon personnage qu'il est, un petit peu dans des volontés pécuniaires pour aider en fait la cour elfique, alors qu'il a buté des elfes auparavant dans le récit, mais c'est tout le grain et le positif de ce personnage. On va commencer par le positif et on va continuer vers des avis un petit peu négatifs sur la série. C'est au niveau historique très intéressant. C'est très intéressant d'avoir pris le prisme de réinterpréter cette période avec vraiment beaucoup, on voit qu'il y a de la recherche au niveau de la géographie, de la géopolitique, des personnages, ça c'est hyper chouette, et d'avoir mélangé en fait le côté elfique, le côté nain il me semble dans le texte, ça c'est un véritable point fort qui fait que le texte est hyper rafraîchissant. Le texte est facile à lire, la plume est agréable, voilà, et assez riche quand même. Au niveau historique c'est vraiment très très sympa, et c'est un des points qui m'a vraiment donner envie de continuer en fait cette lecture, parce que tant sur le point on va dire sociétal, qu'aussi sur le point des costumes et tout ça, c'est assez intéressant. Et après on va vite passer vers le négatif. Alors comme je vous dis, c'est une lecture que j'ai vraiment moyennement aimé. Alors préparez-vous les gens qui n'aiment pas quand j'ai des propos d'égalité homme-femme, parce que là on va en parler, et là on va mettre une petite tartinade parce que vous savez, je fais un constat, je lis beaucoup de fantaisie française, et c'est vrai que malheureusement la fantaisie française souffre quand même d'un sexisme assez important. Alors un peu moins maintenant je l'espère, mais voilà, ces 20 dernières années et puis avant c'était quelque chose, et ce livre n'échappe pas à ça, mais c'est vrai que ça l'était tellement qu'en fait j'en riais, parce que je me suis dit c'est pas possible. Alors autant le personnage du bâtard est hyper intéressant parce que c'est un personnage gris qui fait des actions bonnes et mauvaises, et moi c'est un truc j'adore les personnages gris. La construction du personnage est super cool. Il y a deux points qui m'énervent dans le bâtard, dans le personnage même, dans la construction, c'est le manque de crédibilité dans le texte. Alors il y a un manque de crédibilité ouf dans le texte, le mec il s'est fait poignarder un nombre de reprises pas possible, et c'est Jésus le gars, genre il ressuscite, non parce qu'il est cheaté de ouf, ça n'a aucun intérêt, tu t'attaches pas, tu t'as un problème d'attachement, et surtout t'as un problème pour ressentir de l'effroi en me disant oh, il a été blessé et tout, en fait à chaque fois il se relève le gars, c'est Terminator, donc tu te dis bon, crédibilité ça ne va pas. Et crédibilité, deuxièmement, qui est très très liée avec le sexisme, parce que là on peut pas cacher le fait que c'est sexiste, et je préfère prévenir lecteurs et lectrices qui ne souhaitent pas être confrontés à ce sujet-là, et c'est un sujet qui a été partagé avec tous les lecteurs avec qui j'ai pu parler du bâtard de Cossignan. C'est, je pense que c'est un des livres, on y va bien là-dessus, c'est le fait que le personnage du bâtard de Cossignan s'accouple avec tout ce qui bouge, et toutes les femmes le veulent, toutes les femmes sont en pamoison devant lui, et ce qui fait que c'est pas du tout crédible. En plus ça donne des situations extrêmement gênantes, voilà, à moitié oui, boum boum boum, poète camion quoi, on est un peu sur ce délire, je suis en mode ok d'accord. Alors au début tu te dis bon ça va, puis après tu te dis non mais en clair le personnage c'est Célène Dill quoi, on est dans Michel Robert, ou ça se passe comment là? Donc je me suis dit qu'est-ce que il y a un problème, c'est insupportable à la lecture, parce que ça en devient totalement ridicule, donc en fait tu te moques de ça, et t'as le droit de te moquer de ça, tu dis ah oh, c'est drôle, voilà, le personnage couche avec c'est James Bond, voilà, c'est une réinterprétation de James Bond, machin, bon. Le problème c'est que les personnages féminins dedans, du moins dans ce tome 1, c'est pas ça. Alors déjà ils sont pas très très présents, et surtout je vais être très éclairante, et là je suis obligée de spoiler sans vous spoiler, c'est-à-dire que je vais vous donner un élément d'intrigue, mais je vous donnerai pas le nom et tout, donc ça ne vous gâchera pas le plaisir de lecture. Le méchant de l'histoire, on va dire, un des méchants de l'histoire, est une femme, mais pas n'importe quelle femme. C'est une lesbienne grosse, voilà. Donc je me suis dit, ah, on en est là dans le cliché, c'est-à-dire que les lesbiennes grosses sont vachement bien dépeintes. Alors, c'est une femme, elle aime les femmes, et en plus elle est grosse, alors c'est pour ça que c'est la méchante. Voilà. Et j'étais en mode, et en fait il y a beaucoup de descriptions corporelles, et je vous dis le personnage gros, pourquoi j'appuie sur ce
j'appuie sur cette caractéristique, c'est qu'en fait toutes les femmes séduisantes dans le texte sont décrites par leur physique très avantageux, très belle, très mince et tout, et la grosseur est vue comme quelque chose d'extrêmement péjoratif, donc en plus des sexistes, c'est grossophobe et un peu homophobe hein, d'une certaine manière, parce que créer des personnages, le seul personnage on va dire LGBT du texte c'est le méchant de l'histoire, je pense qu'à un moment il faut peut-être arrêter avec ce cliché littéraire. Voilà, donc c'est vraiment pas une bonne image. Les femmes sont là pour être des objets sexuels en fait, voilà. Elles sont là pour satisfaire les désirs du héros, d'être oh mon dieu j'ai un problème, j'ai besoin d'être sauvée ou qu'on me sorte de la panade parce que je ne peux pas le faire toute seule. Voilà, donc voilà, c'est même dans les elfes, alors pourtant c'est un point positif du texte, hein, qu'il y a pas mal de choses qui sont développées très dans l'ère tolkienien, c'est vraiment, on n'est pas sur des créatures qui sont inventées et tout, on est vraiment dans cet héritage là. Et bah c'est des créatures très fragiles et très belles, alors même si la reine est un peu plus badass, bah elle reste quand même, je suis badass mais je vais quand même être assez passive et tout ça. Ce qui fait que bah c'était pas très agréable à la lecture. Alors je pense que si on le prend au 3e degré c'est drôle, comme je l'ai fait, c'est-à-dire on découvre la méchante lesbienne grosse, j'ai éclaté de rire. Mais vraiment j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit on en est là, on en est là. J'étais consternée en fait, j'étais consternée et ça m'a rendu triste. Mais j'ai envie de connaître la suite parce que là bon c'est une introduction et en même temps bah, le pitch de l'histoire est assez simple, hein, c'est une quête. Et qu'est-ce que ça va donner après? Moi j'ai envie de savoir parce qu'on a quelques petits indices sur voilà ces nouvelles aventures après. J'ai eu aussi des gens qui m'ont dit il faut tester le tome 2, voir. Alors j'ai eu aussi des commentaires comme quoi ça s'arrangeait pas trop sur le sexisme et tout, mais que le 2 était sympa. Donc je vais continuer dans le 2. Marquez, attendez, j'ai fait une petite encoche et quand je fais ça, c'est que ça sent pas bon les gars. L'énorme princesse m'observe d'un air froid de bovin fatigué. Elle est réellement très laide et davantage encore vue de près. Malheureusement le temps me manque pour développer des pensées compatissantes à l'égard du prince, donc en plus il est compati pour son mari. La méchanceté est assimilée à la grosseur ici, ce qui est pas très 2020, voilà. Pas très 2020 et même pas très au-delà de ça, c'est que c'est vraiment très impoli et très grossophobe, donc pour le coup ça voilà, faut mieux en rire qu'en pleurer, ce qui m'a un peu gâché la lecture du bazar et ce qui m'a ça me rend triste parce que c'est une série que j'avais vraiment envie de découvrir, pense sur le côté historique et tout, et bah on va continuer parce que on va retester, mais sincèrement parlant si ça ne va pas mieux après je pense que je vais pas m'infliger ça et c'est dommage parce que l'auteur il paraît qu'il est très sympa, donc voilà, j'ai eu des retours, ça fait partie de ces auteurs très sympathiques mais dont on n'est pas forcément dont voilà les œuvres retransmettent pas forcément la sympathie, voilà, pour lui. Il y a une histoire, alors là on sait, là on est préparé dès le début que ça va être sexiste, mais c'est parce que ça fait partie du genre. Quand je l'ai lu, et mon cerveau il pouvait rien faire d'autre, donc j'ai continué les chroniques de Bridgerton avec les chroniques de Rockesby, tome 1 et 2, alors comme je vous dis c'est pas le genre de truc que je présente sur la chaîne habituellement, mais mon cerveau n'est pas dans cet état habituellement non plus. Et donc c'est une série, donc c'est l'auteur de Bridgerton, ça se situe avant les chroniques qui sont donc adaptées sur Netflix, et on suit quand même en partie les Bridgerton, c'est je crois leur voisin dans le texte. La première histoire est la moins bonne des deux, hein. Il y en a que 2 dedans, qui est assez cliché, hein. Je vais pas vous dire que c'est des livres transcendants, c'est des livres, alors ça, l'avantage par contre c'est que ça m'a bien vidé le cerveau, j'ai apprécié ma lecture parce que voilà ça a satisfait du genre j'avais besoin de lire mais pas besoin de réfléchir, et donc on est sur une histoire très simple d'enemies to lovers au début, avec 2 familles qui se côtoient, donc de la noblesse mais en campagne, une jeune fille qui est assez alors rustre malgré son sang noble on va dire, surtout une jeune fille assez maladroite et tout, et l'aîné de la famille voisine qu'elle a jamais vraiment apprécié, qui est assez pompeux et tout, va s'en démêler une histoire d'amour. Sincèrement parlant, celle-ci est pas ouf. Le seul intérêt c'est que le personnage, alors je dois le dire, même si les filles sont toujours un peu nunuches dans Bridgerton, elle fait partie des personnages les plus agréables et les plus, on va dire, en quête de liberté, débrouillardes et tout, donc en fait c'est assez sympa, ils sont tous les deux assez attachants, ils fonctionnent bien. En plus c'est une bonne introduction parce que ça nous situe vraiment toute la famille Roskesby, leur héritage, comment ils se... Voilà, c'est vraiment plus une introduction qu'autre chose, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Si vous aimez la romance, potentiellement vous pourrez l'aimer, même si je trouve je l'ai trouvé meilleur quand même que
que les derniers Bridgerton que j'avais trouvé vraiment moyens sur la qualité même de l'intrigue. Là on met les choses en place et ça c'est assez sympa, et notamment le fait que cette jeune fille n'a pas fait, on va dire, n'a pas fait son entrée dans la cour, n'a pas fait son entrée, n'a pas été à Londres pour se présenter et tout, c'est assez intéressant et tout, et c'est un personnage qui est attachant, voilà, les personnages sont attachants. C'est plutôt le tome 2 que j'ai envie d'un peu plus développer, parce que moi j'étais intéressée pour lire en fait cette série là, parce qu'elle se situe en fait durant la guerre de sécession, si je dis pas de bêtises, et on suit un des frères donc de Ross Casby qui est en Amérique pour aller combattre, et qui va se réveiller à l'hôpital. Une femme le secoue en mode bah il se réveille enfin, tu vois, il est quand même assez blessé, sauf qu'il a perdu la mémoire, et la femme qui a son chevet prétend être son épouse, et on va découvrir vite qu'en fait ce n'est pas le cas. On suit surtout le point de vue de cette femme, elle est là pour retrouver son frère dont elle n'a plus de nouvelles, et elle sait simplement qu'il était ami avec le jeune homme. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un petit côté tension, on est aux États-Unis, ça change, on a quelques petits rapports sur la guerre, et sur la... Il y a un contexte historique un tout petit peu plus développé, hein. C'est pas très développé mais un peu plus sympa. Les deux personnages, alors elle je l'aime beaucoup parce que bon c'est une menteuse dans le texte, mais elle a ses raisons, et c'est une femme qui prend un petit peu son, comment dire, elle se débrouille un peu seule, ça dénonce aussi des faits de société, par exemple le fait que depuis qu'elle porte en fait le nom de Ross Casby, elle peut prétendre à ce qu'on l'aide pour chercher son frère et tout, alors qu'avant elle est d'une famille un peu moins noble, donc c'est pas du tout le cas. On voit comment l'armée traite un peu ses soldats, les trahisons, il y a même un petit côté complot, un moment vraiment léger, mais je trouve que voilà, c'était assez sympa à lire, c'était très léger, et je pense que ça a changé en fait par rapport à ce que j'ai pu lire de Julia Quinn, et c'est ce qui a fait que j'ai pas mal apprécié ça. Alors je dois vous dire qu'à chaque fois je saute les scènes de Hawley, alors il y en a très peu je trouve dans le texte, et c'est très bien comme ça, parce que c'est pas trop mon truc. Alors lui, voilà, c'est comme Bridgerton, hein, c'est des clichés sur pattes, mais elle, au moins, je trouve que les personnages, alors sincèrement, je trouve que les personnages féminins sont mieux travaillés dans Ross Casby. Alors, je dis pas non plus que c'est extrêmement bien fait, mais sont moins sexistes d'une certaine manière que dans Bridgerton. Voilà, je trouve ça un petit peu mieux, même si en fait les mecs sont des fantasmes sur pattes, quoi. Et puis c'est un fantasme très... comment dire, très grand, très musclé et tout, c'est pas forcément le fantasme de tout le monde, donc voilà, ça souffre des clichés de la romance, mais pour ceux qui y sont intéressés, voilà, je trouve qu'ils sont meilleurs que les derniers Bridgerton si vous avez envie de continuer la série. Et enfin, alors celui-ci, on a eu une histoire avec ce livre, on a eu une histoire en live. Vous m'avez fait peur en live, vous m'avez fait peur avec Hadès et Perséphone. En plus j'ai une histoire avec ce livre, c'est-à-dire que Lore Olympus, donc qui est une réinterprétation du mythe de Perséphone et Hadès, je l'ai présenté sur YouTube il y a quelques années. C'est une série, un webtoon que je lis depuis la sortie du chapitre 3, donc je suis une fidèle de chez Fidèle, et j'en ai parlé en France avant que ça soit un petit peu hype. Et donc les éditeurs de Hugo Roman ont dû le remarquer, et en fait j'ai acheté le livre parce que je me suis dit Hadès et Perséphone c'est un mythe que j'aime beaucoup, même s'il est très glauque, j'aime beaucoup la mythologie gréco-romaine, et je me suis dit vas-y, t'as pas envie de réfléchir en ce moment, essaye de lire de la new romance, parce que c'était un essai. J'avais lu, la dernière fois que j'ai lu de la new romance, je devais avoir 17-18 ans, c'était pas super bien passé et tout, et je me suis dit bon on va voir quoi. Et en fait je rentre chez moi de la librairie, je vois que j'ai un mail de l'éditeur pour me demander si je veux le recevoir. Donc j'ai dit putain, j'ai dépensé 18 € pour rien. Je me suis dit bon on va découvrir, parce que Hugo c'est donc là c'est Hugo Roman, mais Lore Olympus est édité chez Hugo BD, donc c'est un peu Lore Olympus c'est un tel succès que de toute manière là on va en bouffer du mythe d'Hadès et Perséphone, de toute façon on va bouffer de la mythologie grecque et romaine. Je suis pas contre pour le coup, mais j'avais envie de voir ça. On m'a dit que c'était un peu la mode en ce moment parce qu'il y a Neon Gods je crois qui est sorti, on en a parlé en live, voilà. Et durant le live c'est vrai que quand j'ai présenté le livre, on m'a dit qu'en fait le livre était très Hawley, et moi c'est vrai que la new romance, celle que j'avais lue il y en avait un peu, mais j'avais pas ce souvenir là que c'était vraiment beaucoup plus que dans Bridgerton, et on est même jusqu'à dire que c'était au-delà du Hawley, c'était du moins de 18 quoi. Et je me suis dit ah je vais pas être la cible du tout quoi, parce que sachant que moi je ne lis pas les scènes, et c'est vrai que il y en a assez peu dans le texte, je crois qu'il y en a 2 ou 3, et j'en ai lu qu'une et ça m'a suffi quoi, parce que je voulais absolument lire cette scène pour vous donner un avis aussi sur ce qu'on peut avoir eu comme avis autour, et pour vous rassurer sur certaines choses. Donc on est sur une réinterprétation d'Hadès et Perséphone. On est dans la Nouvelle Athènes.
Perséphone, en fait, essaye de faire ses petites marques dans le journalisme. Elle vit totalement cachée, voilà, parmi les humains qui côtoient les dieux. Hein. Ils savent qu'il y a les dieux, il y a des créatures et tout, ils le savent, mais elle vit cachée, dissimulée, et notamment Perséphone, elle a un problème, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de don, contrairement à sa mère Déméter. Elles ont une relation très très conflictuelle dans le récit, et donc elle va faire sa petite vie, ses petits bails, jusqu'au jour où une de ses amies, sa coloc, en fait, lui dit qu'ils sont invités à une soirée en fait dans une maison de jeu. Alors ça ressemble beaucoup à leur Olympus dès le début, et en fait va passer un pacte sans faire exprès avec Hadès, qui va lui demander de redonner la vie aux enfers, de créer la vie. Ce livre, je vais le présenter le plus objectivement possible, c'est-à-dire que je ne suis clairement pas la cible, voilà, il faut savoir que c'est pas pour moi, je trouve que la réinterprétation, j'ai pas été déçue, mais j'ai pas non plus été satisfaite. Voilà, ce n'est pas qu'une simple romance, il y a quand même, notamment au début du récit, ce que j'ai apprécié, il y a quand même une réinterprétation du mythe, une réinterprétation de l'Olympe, avec plein de nominations de dieux, plein de personnages qui sont mis en avant. Voilà, on a quand même une petite construction qui est pas ouf de développer, mais c'est pas comme dans Bridgerton, quoi. Là on est quand même sur un world building un peu plus développé, ce qui en fait quand même la saveur. Perséphone est un personnage plutôt agréable dans le récit parce que c'est une jeune femme qui est perdue. Un des points positifs que j'ai trouvé du récit, c'est qu'il y a des réinterprétations qui sont un peu faciles et lourdes, mais il y a des choses qui sont bien faites, notamment la toxicité de la relation entre Déméter et Perséphone. Je la trouve très bien faite dans le récit. Déméter est vraiment pas un personnage très positif dedans. Et Perséphone en souffre vachement, en fait, c'est une mère très autoritaire et qui veut beaucoup de choses pour sa fille, mais elles ne veulent pas les mêmes choses pour elle. Voilà, donc Perséphone vit cachée, dissimulée, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est un point positif du livre, tout comme le world building qui est un petit peu développé, malheureusement, ça va vite tendre dans la romance. Visuellement parlant, alors les descriptions rendent un univers assez beau. J'ai quand même fait des recherches plus poussées que de lire, on va dire, la page Wikipédia d'Hadès et de Perséphone. Voilà, elle a quand même essayer de chercher des indices, mais des choses qui sont intéressantes et qui prouvent qu'il y a quand même un travail derrière, et ça je tiens à le dire parce qu'il y a quand même, on voit pire je pense en romance. Donc voilà, tout ce qui est notamment avec les fleurs, l'enfer, il y a pas mal de choses qui sont décrites. On retrouvait Kat, moi je suis en mode youpi voilà, bref, voilà. En tant que passionnée de mythologie, c'est vrai que revoir des dieux c'est assez sympa et tout. Faut pas oublier que c'est de la romance, et c'est de la romance assez cliché. Voilà, où on a un Hadès qui est très dominateur. Alors ils ont essayé de lui faire comme dans leur Olympus, et dans leur Olympus c'est très bien fait parce qu'il est pas du tout ce côté dominateur, mais quand même assez sympathique et dans le consentement, voilà. A priori, comme j'ai sauté les scènes de Olé, je sais pas si c'est vraiment poussé jusqu'au bout, mais on voit qu'il est quand même dans cette espèce de recherche de, voilà, il veut la protéger, il a l'air de l'apprécier, voilà, dans ce truc-là. Mais Hadès c'est un cliché, le mec fait 2 mètres de haut, il se comporte vraiment comme un dominateur, bref, c'est un délire. Alors moi c'est pas du tout mon délire, mais c'est vrai que il est très masculinisé, voilà, c'est particulier, on va dire. Bon après c'est un dieu et tout, il lui parle un peu, il l'infantilise un peu, bref on est un peu dans le schéma, vous savez, de la jeune fille innocente et du mec qui a tout vu, tout fait, tout chier, voilà, et qui est dominateur, mais voilà, et bon après il contrebalance avec le fait que il en est amoureux. Alors après en plus au niveau de romance, le mec qui tombe amoureux d'elle, mais c'est hop en 3 secondes et demie. Alors il y a aucune construction, on comprend pas trop en fait pourquoi il l'aime bien au début, hein. C'est très très rapide. Alors au niveau de la romance c'est pas ouf au niveau de ça. Je dois prévenir, alors la seule scène ce livre a quand même été taxé, on me l'a déjà, voilà, de choses de très moins de 18. Il y a déjà assez peu de scènes de Olé en fait par rapport à ce que je m'attendais, voilà, parce que il y en a devoir en avoir 3 max je crois dans le texte, et surtout elles sont pas hyper comment dire, c'est pas non plus un truc XXX, voilà, il y a juste l'utilisation d'un mot je pense qui est dont je peux pas dire sur internet, qui peut-être pousser à dire que c'est quelque chose d'assez vulgaire, hein, voilà, parce que c'est assez vulgaire, mais c'est pas non plus choquant. Je pars du principe que la new romance devrait pas être lue avant 18 ans, hein, mais voilà, donc c'est quand même, il y a quand même de la fesse dedans, mais c'est pas non plus le truc le plus dégueu que tu aies pu lire et de descriptif, hein, ça va, hein, ça devrait aller. Je pense que sincèrement les chroniques des gens qui ont fait ça, ce sont des gamines de 12 ans et qui se retrouvent à lire, je sais pas, d'habitude des romances un peu new romance,
sympa et que là elles se retrouvent avec un truc un peu plus poussé, donc ça les a un peu trauma, mais y a rien, je veux dire, en tant qu'adulte vous n'allez pas être traumatisé, ne vous inquiétez pas. Voilà, et en fait le récit est hyper prévisible. Alors ça, je ne sais absolument pas si c'est moi parce que je bosse dans l'édition et ce qui fait que maintenant les scénarios de bouquins, les ficelles je les vois plus facilement, mais rien que dans la 4e de couverture où il parle de créer la vie, tu te doutes bien que ça a un double sens dans le texte, donc voilà, c'est vrai que c'est assez simpliste dans cette histoire là, c'est pas une réécriture de ouf, je pense que c'est vraiment une romance, voilà, adressée à un public de new romance qui a envie de sortir un petit peu de sa zone de confort, peut-être de contemporain, mais sincèrement si vous êtes amateur, on va dire, de littérature un peu gréco-romaine, ça va pas être super, voilà. Et puis surtout, bah, je sais pas trop comment va évoluer le récit, voilà, parce que c'est une trilogie. Alors est-ce qu'il continue avec Hadès et Perséphone ou est-ce qu'il continue avec d'autres dieux, mais voilà. Ah bah j'attendais, j'ai mis une astérix, pourquoi je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais alors l'écriture est pas ouf, voilà, c'est un peu le genre qui fait ça, mais je vais censurer un mot, parce que en fait il n'y a pas de choses il n'y a pas de mots vulgaires, mais le sens de la phrase et on est sur ce type de choses. Je suis agacée de ne pas être en toi. Voilà. Et en fait, je lis ça, je fais ah d'accord, ok. Voilà, il y a des dingueries qui sont sorties qui sont pas du tout crédibles, mais je pense sincèrement c'est parce que moi j'ai pas l'habitude de lire ça et que c'est pas mon délire, mais voilà, donc c'est une new romance. Si Hugo me propose la suite, je lirai sûrement le tome 2, je ne l'achèterai pas, voilà, je n'achèterai pas de moi-même la suite, mais ça a été une expérience. Je suis assez neutre sur la lecture, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé ça hyper mauvais, mais en fait ça dépend à qui ça s'adresse. Si vous aimez la romance et que vous avez envie de lire une new romance, je pense que ça peut très bien vous convenir parce qu'il y a un peu de world building, il y a de la romance et tout, c'est très dans les clichés romantiques habituels. Si vous êtes là pour moi comme le world building et tout, vous allez être forcément frustré, même si on voit que l'autrice elle a quand même fait quelques petites recherches. Donc voilà, c'est un peu mon avis là-dessus. Pour le coup, je suis pas sûre que vous allez voir de la new romance sur la chaîne avant très très longtemps. Clairement, c'est clairement pas mon genre, mais et la couverture a tout son sens. Hein. Pour le coup, pour ceux qui ont suivi le live, ça a tout son sens dans le texte. Donc voilà, c'était, on sait que Lore Olympus a une vibe et qu'on va tirer le fil, voilà. Et je suis assez contente que bah on tourne un peu la page parce que vous savez, moi, Courtesan and Roses, ça a pas été une très grande réussite. J'adore les failles, mais tout ce qui est sorti sur les failles, on va dire après, c'était pas ouf, voilà. Donc je suis contente que voilà, il y a d'autres cycles qui sont mis en avant. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, notamment si vous avez lu la suite du Bâtard de Cossignan. Je serais assez voilà curieuse d'avoir votre avis, si vous me conseillez ou pas de continuer en fait voilà la saga. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.